Bonjour, bienvenue à cette édition de 7 jours en Europe, ici au Parlement européen à Strasbourg. Cette semaine, beaucoup de sujets nous préoccupent. La répression des manifestants en Turquie, le contrôle extrême des données personnelles aux États-Unis. Et puis on parlera de votes importants cette semaine à Strasbourg. Pour m'aider à analyser l'actualité, j'ai ici avec moi Isabelle Durand. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Donc vice-présidente du Parlement, élue dans le groupe de Verts. Donc nous parlerons de tous ces sujets chauds cette semaine. Mais avant de commencer, comme pour tous nos invités, c'est notre minute de questions-réponses. Oui ou non? Alors, Erdogan a bien fait de réprimer les manifestants du Gezi Park à Istanbul? Non. Non. Êtes-vous inquiète pour ce qui va maintenant se passer en Turquie? Oui. À votre avis, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne sera-t-elle remise en question? Non, mais enfin, comme elle n'est pas fort à l'ordre du jour, je crois que ça ne changera rien. Internet. Vous comprenez le souci des Américains de contrôler la vie privée des gens pour prévenir les attaques terroristes? Non. Non. Faut-il se défendre de l'intrusion dans la vie privée? Oui. Punir les États-Unis, comme certains de vos collègues demandent maintenant? Oui. La fermeture brutale de 3 chaînes publiques grecques hier, inévitable ou catastrophe? Catastrophe. Sur la Syrie, faut-il envoyer des armes aux rebelles? De moyens de se défendre, en tout cas. Bon, on verra ça après. Le risque donc n'est pas très élevé d'alimenter des groupes extrémistes, même en Syrie. Les armes sont déjà là et les groupes extrémistes sont déjà là. Les cinéastes européens sont très inquiets pour les futurs accords de libre-échange avec les États-Unis qui ouvriraient la voie à l'invasion des œuvres américaines. Inquiétude justifiée? Absolument. On les a reçus ici, d'ailleurs, les artistes, pendant cette semaine à Strasbourg, et c'était très intéressant de les voir soutenir les parlementaires. Bon, le temps a écoulé, désolé, time's up. J'avais une autre question, je vous fais quand même hors du temps. Le protocole de Kyoto, il est toujours d'actualité ou Mal en point. mal au point? On n'est pas très bien en ce moment. On n'est pas très bien, mais ça veut dire qu'on a beaucoup à faire pour se redresser. Très bien. Mais alors, peut-être, on verra après le reste de l'actualité. C'est vrai que les images qui nous arrivent d'Istanbul, d'Ankara, sont très inquiétantes. Et la répression est violente. On a vu de la violence même contre des gens en chaise roulante. Quel est le sentiment que ces images vous inspirent déjà? C'est insupportable, évidemment. Il n'est pas normal qu'on réprime de cette façon-là une manifestation qui est une manifestation citoyenne. Les gens ont le droit, on est dans un Il les état... a rencontrés. Oui, il les a rencontrés, mais pendant ce temps-là, sur la place, les gaz lacrymogènes continuent d'agir. Donc c'est une grande hypocrisie, d'un côté de rencontrer et de l'autre de poursuivre une répression qui est tout à fait disproportionnée, qu'on maintienne la sécurité. C'est le rôle de toutes les polices du monde, en Turquie comme ailleurs, mais les brutalités, les violences sont insupportables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui montre que ce régime, ou en tout cas que la police, commandée bien par quelqu'un, est commandée par quelqu'un d'autoritaire qui ne respecte pas tout simplement le droit à manifester. Il y a une chose qui m'étonne beaucoup. On a déjà écouté la réaction des États-Unis qui disent attention, liberté d'expression. Il y a eu quelques interventions ici dans la session, mais l'Europe me semble un peu timide. Il n'y a pas eu encore de prise de position très ferme. Ashton, Van Rompuy, peut-être ils vont arriver dans les prochaines heures, mais pour l'instant, rien. L'Europe ne sait pas trop bien comment se comporter par rapport à la Turquie. L'Europe, évidemment. D'abord, l'Europe, c'est qui l'Europe là-dessus? Est-ce que c'est Mme Ashton? Je ne suis pas sûr. On se rend compte que l'Union européenne, en fait, elle est divisée sur cette question de l'adhésion de la Turquie. Ça fait des années, et surtout ces derniers mois, que je dirais qu'on envoie à la Turquie des signaux. Vous ne nous intéressez pas, vous êtes trop grand, vous êtes trop musulman, on ne vous aime pas, en gros. Et alors, vous nous mettez mal à l'aise avec l'histoire de Chypre. En plus, qui n'est toujours pas réglée. C'est vrai d'ailleurs, ça c'est un vrai problème. Et donc on leur envoie un message contradictoire. À la fois on leur dit ça, et en maintenant que ce régime qui devient vraiment un régime autoritaire, un peu comme la Hongrie d'ailleurs, ou comme M. Orban qui en Hongrie coupe dans les libertés individuelles, change la constitution, certes avec une majorité au Parlement. Erdogan aussi, il a une majorité au Parlement, donc il n'est pas illégitime, mais il devient autoritaire. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable en Hongrie, c'est donc pas acceptable non plus en Turquie. Il n'y a pas de poids de mesure. Aujourd'hui, on doit leur donner un signal clair à tous ces manifestants. On est, nous les Européens, avec vous, pour l'état de droit, pour la liberté de la presse. Vous savez qu'il y a plus de 70 journalistes en prison en Turquie, pour la liberté d'expression, pour les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits de tout le monde. Et je crois que nous, les Européens, on doit être aux côtés de ces militants-là, de ces activistes, quels qu'ils soient, y compris d'ailleurs de certains islamistes là-dedans. Juste rapidement, si les violences continuent, parce que les manifestants n'ont pas l'intention de s'arrêter, est-ce qu'à votre avis, l'Europe prendra
prendra une décision d'arrêter de suspendre les négociations qui de toute façon sont oui, plutôt elles sont mortes. déjà suspendues. Donc de toute façon, c'est une menace ridicule. Donc peut-être. Par contre, ce que je pense, c'est que c'est très dangereux, c'est vrai, de voir quelque chose qui n'est plus du tout une manifestation pour un parc. C'est devenu une protestation nationale et c'est bien, enfin moi je m'en réjouis. C'est difficile, c'est réprimé de façon scandaleuse, mais c'est bien que la société civile turque se lève pour dire ce qu'elle veut. Ce qu'on ne voit pas en Hongrie en ce moment. Ce qu'on ne voit pas en Hongrie, ce qu'on a vu dans d'autres pays, ce qu'on a vu avec les indignés espagnols. Donc je pense qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus large et nous devons, nous les Européens, être aux côtés des manifestants. Comme on a été aux côtés des Iraniens pendant leur mouvement de protestation, je pense qu'on doit être du côté des peuples. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne discute pas avec les gouvernements, mais on doit donner des signaux à M. Erdogan plus clairs. À suivre, Isabelle Lyon, je vous propose de regarder ensemble les restes de l'actualité européenne et puis on en discutera. C'est un sujet de Caroline Grasso. Tollé au Parlement suite aux récentes révélations de l'existence d'un programme secret américain rassemblant des données privées de citoyens européens via Google et Facebook notamment. À la demande du chef de file des libéraux Guy Verhofstadt, un débat s'est tenu mardi entre les députés et la Commission européenne. Le commissaire Borg est formel, il va demander des comptes aux Américains. La question est particulièrement sensible alors que l'Union européenne est en pleine négociation d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Le montant du Fonds européen d'aide aux plus démunis toujours en discussion. Les députés demandent 3,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020 pour l'aide alimentaire et l'assistance matérielle aux citoyens les plus pauvres. Les députés ont peiné à s'accorder sur les règles de participation de chaque État à ce fonds. Le montant final dépendra de l'adoption du budget pluriannuel de l'Union. Il y a urgence pour les millions d'Européens concernés par l'extrême pauvreté, c'est une question de survie. Mardi, le président slovène Borut Pahor s'est adressé aux députés, un plaidoyer en faveur d'une intégration forte de l'Europe et de la création de véritables États-Unis d'Europe. Alors que la Slovénie traverse une crise sans précédent, le pays essaye d'échapper à un plan d'aide international en vendant certaines de ses grandes entreprises publiques. Mercredi, c'est son homologue portugais Aníbal Cavaco Silva, dont le pays fait face à de graves difficultés, qui était attendu dans l'hémicycle. Alors Isabelle Durand, nous revenons dans notre studio mobile ici à Strasbourg. L'autre sujet qui a vraiment éclaté, qui intéresse aussi les Européens de près, c'est ce scandale énorme aux États-Unis par les révélations de ce jeune Snowden. Je ne sais pas si je le prononce bien, Snowden. Alors, c'est un héros ou un traître? Est-ce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, tous les moyens sont justifiés? Mais évidemment que tous les moyens ne sont pas justifiés, et donc le terrorisme est une vraie question à combattre, mais on ne peut pas, au nom de cette lutte contre le terrorisme, arriver à des choses absolument incroyables, comme la surveillance de la vie individuelle de chacun. Et donc la protection des données individuelles est quelque chose d'absolument essentiel, et je ne peux pas admettre qu'au nom du terrorisme, on aille si loin. On doit se défendre comme Européens là-dessus. Oui, mais en même temps, Obama a dit très clairement qu'ils ont, grâce à cette opération, pu prévenir beaucoup d'attaques terroristes. Ça, j'en voudrais bien la preuve. Franchement, c'est facile à dire. Et évidemment que je comprends qu'il dit ça pour défendre la logique américaine, Patriot Act et tout ce qui se passe depuis le 11 septembre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire sur ce terrain-là, mais je pense franchement que les moyens sont disproportionnés et les preuves que cela permet de prévenir les attentats, il faudra me les donner. À votre avis, vu qu'on est en train de définir ces mandats pour un nouveau accord de libre-échange avec les États-Unis, à votre avis, protection des données personnelles, privacy, devrait être un chapitre exclu des négociations? C'est un chapitre, en tout cas, dans l'accord ou hors de l'accord, et moi je suis contre cet accord, pas que je ne veux pas faire de commerce avec les États-Unis, mais pas sur cette manière-là, pas de cette façon-là, y compris sur l'exception culturelle et tout le reste. C'est un accord extrêmement dangereux, donc moi je suis très opposé. La question de la privacy, de la vie privée, doit être discutée avec les Américains. Ça n'est pas acceptable que nous soyons dans une logique où nous pouvons être contrôlés de cette façon-là. Je ne peux pas l'admettre comme Européenne. Nous avons la Charte des droits fondamentaux qui est notre base. La protection de la vie privée en fait partie, son respect aussi. Et donc à ce point-là, non, ce n'est pas acceptable. Le temps coule très vite, donc je voudrais quand même vous poser la question sur la fin de l'embargo aux armes en Syrie. Sur les armes, je vais vous dire, moi je suis plutôt favorable, je suis un peu minoritaire, mais je suis plutôt favorable à donner des moyens de se défendre à ces gens. Mais le problème, c'est que ces gens ne sont pas seulement... On ne sait pas qui sont ces gens. Le problème, c'est qu'Assad a déjà gagné.
C'est hélas, on n'a pas voulu bouger assez vite. Les Européens n'ont pas été capables, les Américains non plus. Les Russes et l'Iran font une alliance avec Assad. Il a gagné. Le Hezbollah est là comme une armée étrangère. Les armes sont là. Donc je trouve qu'on est là comme les carabiniers à venir après, à faire des débats, je dirais, un petit peu éthérés sur les armes ou pas les armes. Les armes, elles sont là. Le Hezbollah est là. Assad est renforcé. Et donc moi, je suis désespéré de voir notre capacité à avoir agi beaucoup plus tôt. C'est plus maintenant, c'est presque déjà trop tard. Et agir maintenant militairement? Ça n'a plus beaucoup de sens maintenant, c'est presque trop tard. On est dans une négociation, ou soi-disant une négociation, où en plus les rebelles ne viendront pas, et je les comprends. Donc je pense que c'est vraiment la démonstration, ces 2 dernières années, de notre incapacité à venir en soutien à un peuple qui veut tout simplement se libérer d'un dictateur. C'est gravissime. C'est un peu comme ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie à l'époque. On ne veut pas bouger pour des intérêts stratégiques, pour des intérêts régionaux. On nous avait dit, ah, quand il y aura des armes chimiques, on va sûrement bouger. Maintenant qu'on a la preuve qu'il y en a, personne ne bouge. D'ailleurs, pas plus les Américains que les Européens. La poudrière Je pense que là-dessus, c'est une grande hypocrisie. Isabelle Durand, merci beaucoup d'être venue. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nonostante la crisi siete riusciti a comprare una nuova auto accettando di pagare di più perché l'emissione di gas CO2 era molto ridotta, ma adesso il vostro display vi indica cifre molto più alte di quelle promesse dal vostro rivenditore. È normale, tra i test fatti dagli industriali e la realtà c'è una differenza di circa il 20% e tutto questo è legale perché le regole in vigore rimontano agli anni 70 e non ci sono dei criteri comuni per effettuare questi test. E insomma, nel vuoto normativo ognuno bara come può. Buongiorno Mario Pirillo. Buongiorno a te. Di nuovo. Allora, lei è un eurodeputato eletto nel gruppo dei socialisti e democratici ed è anche un relatore ombra, come si dice nel gergo comunitario, di questa revisione, di questa grande normativa appunto per l'emissione dei gas carbonici nelle auto. Allora, ci spiegherà un pochino cosa volete, scusi perché passo dal francese all'italiano. Nessun problema. Cosa volete fare, perché adesso state discutendo con i governi. Prima di entrare nel vivo della discussione abbiamo il nostro minuto di domande secche a cui lei può rispondere solo con un sì o con un no. È pronto? Sì, sì. Partiamo. Allora, chiedere all'industria target di CO2 ancora più bassi è realistico con la grave crisi che attraversiamo? Sì. Sì. Lei ci crede che questi target saranno rispettati? Sì. Ci vogliono test uguali per tutte le case automobilistiche? Sì. O per tutti i modelli simili di auto? Sì. Sì, non era proprio chiusa. I costi supplementari saranno pagati dai consumatori? No. Ma poi ce lo spiega. Almeno per costruire motori più puliti verranno creati nuovi posti di lavoro? Penso di sì. Sì. Pensa di sì. L'industria automobilistica l'ha tartassata al Parlamento con una pesante lobby? No. Un po', Ale. Un po'. Ha ceduto? No. No. Lei è un politico cattolico, è andato a messa oggi all'Europarlamento. Sì. Ci vorrebbe più religioni in Europa? Sì. È d'accordo per i matrimoni gay? No. No. Secondo lei Renzi diventerà il nuovo segretario del suo partito? Sì. E lei voterà per lui? No, non lo so. Ma ce lo dirà la prossima volta. Allora, il tempo è scaduto, l'ha un po' salvata. Bene, bene, grazie di essersi prestato al gioco. Al gioco, no. Allora, io le propongo di guardare insieme il reportage che ci fa entrare nell'argomento che Arnaud de Molder ha realizzato tra Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito per capire come non funzionano i test CO2 sulle auto. Andiamo a vedere. With this small device, we're going to start monitoring and calculating CO2 and fuel consumption in real time. Le but de cette petite expérience tentée en Grande-Bretagne est de voir s'il existe une différence entre les valeurs d'émissions de CO2 émises par une voiture dans les conditions réelles de roulage et les valeurs que donnent les constructeurs dans leur catalogue. Après 20 minutes de test dans la campagne anglaise et sur une autoroute, le résultat tombe. We just finished that trip and we averaged around about 43 miles per gallon. And that works out to be about 182, 185 grams of CO2. And that works out to be about 20% higher than the average figure that's produced by the manufacturer. Pourquoi une si grande différence entre les données des constructeurs et la réalité de la route? Les constructeurs effectuent leurs tests principalement en laboratoire. Ils se basent sur une législation européenne appelée NEDC, The New European Driving Cycle. Cette législation date des années 70 et est obsolète. Une ONG se bat à Bruxelles pour la changer. En voici les failles.
For example, they use special lubricants which make the car move better. They disconnect the battery so that it doesn't charge during the test. They test the vehicle at very high temperatures so that it rolls better. Ces pratiques ne sont pas illégales. L'Association des constructeurs automobiles européens défend son industrie. The manufacturers are not cheating with the cycle. That's clear. The manufacturers are respecting the law. I do not understand and I do not accept that NGOs, some members of the European Parliament and other stakeholders are still going after this industry. L'ADAC, le plus grand club automobile allemand, a soulevé le problème depuis plusieurs années. Il plaide pour l'utilisation d'un test mondial plus proche de la réalité et commun à tous les constructeurs. Also dieser Weltzyklus, der soll zukünftig den neuen europäischen Fahrzyklus ersetzen. Dieser Weltzyklus soll weltweit gelten und als Standard dienen, alle Fahrzeuge danach zu testen. Bislang ist es so, die EU hat ihren eigenen Zyklus, die USA hat ihren eigenen Zyklus. Das heißt, die Fahrzeuge von den einzelnen Staaten können nicht direkt miteinander verglichen werden. Les constructeurs ont déjà investi des milliards d'euros pour abaisser les émissions de CO2 produites par les voitures. Le coût est de 1 500 € par véhicule produit. Pourtant, l'Union souhaite aller encore plus loin et obliger les constructeurs à atteindre des valeurs comprises entre 68 et 78 grammes de CO2 par kilomètre, mais pas avant 2025. Allora, onorevole Pirillo, ritorniamo in studio con lei. Allora, partiamo dai target. C'è già una legge in vigore che dice che bisogna arrivare entro il 2020 a 95 grammi di CO2 al chilometro, però la media di produzione ancora non ci siamo intorno al 100, 130. Se siamo scesi rispetto al 130 però. Allora, adesso volete andare ancora oltre, abbassare questi target. 2025. A quanto? Ha un range tra 68 e 78. Ecco, ma perché? Perché noi, ecco, il problema è dell'ambiente, cioè meno gas mettiamo nell'ambiente e più l'ambiente è puro. La battaglia sembra, come dire, molto buona, tutti sono d'accordo sul fatto che bisogna, soprattutto dal punto di vista europeo, lottare contro il cambiamento climatico. Il momento le sembra quello giusto, cioè l'industria automobilistica attraversa una crisi potente. Quasi nessuno può comprarsi una macchina nuova, adesso siamo più, diciamo, sull'usato, come dire, le vendite sono calate tantissimo, è il momento di infliggere un altro fardello alle imprese? Ma noi non lo infliggiamo al momento, cioè tenete conto che arriviamo a 95 grammi per chilometro al 2020, pensiamo di scendere... Tra 6 anni, diciamo così. E pensiamo di scendere al 68-78% entro il 2025, quindi tempi lunghissimi. Ecco, attraverso l'innovazione le case automobilistiche possono tranquillamente adeguarsi. Allora ritorniamo come dire, al piatto forte del nostro reportage che ci ha veramente, come dire, sconvolto quando l'abbiamo preparato, cioè scoprire che questi test industriali vengono fatti come ognuno vuole, non ci sono regole comuni e soprattutto c'è il segreto poi industriale. Noi abbiamo provato a entrare in una casa automobilistica, tra l'altro in laboratorio vengono fatti, non in condizioni reali di guida nel traffico, e nessuno ha voluto riceverci. Allora, è proprio così, questi test sono praticamente la giungla, ognuno li fa come vuole per cercare di attirare più poi consumatori. Non c'è una regola fissa. Per cui le case automobilistiche devono attenersi a, diciamo, a modelli già esistenti. È vero, perché tra, diciamo, il reale e quello pratico poi c'è una differenza notevole. Beh, il 20%, il 20% che è già parecchio, però pensiamo che tra il 2014 e il 2017 verranno fuori le norme che saranno uguali per tutti. Allora, lei fa riferimento a questo nuovo, diciamo, come dire, schema di test che è stato studiato dalle Nazioni Unite e che dovrebbe entrare in vigore nel 2014, vuol dire tra un po' più, tra 4 anni più o meno, insomma, ma 2014? Nel 2017 dovrebbe entrare in vigore, ma ci si arriverà? Insomma, io sono convinto di sì, anche perché la Commissione ha assunto un grande impegno, perché questo era il limite della precedente direttiva. Mario Pirillo, devo salutarla perché il tempo è scaduto. È già finito? Sì, la ringrazio tanto per essere venuto. Allora, 7 giorni in Europa termina qua, ci rivediamo con una nuova puntata la settimana prossima, parleremo ancora di test, ma questa volta sui medicinali, e anche lì c'è il totale mistero che accompagna ancora la pubblicazione dei risultati. Per oggi è tutto, arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci.